Merci de nous honorer de votre fidélité. À la une du 20h ce soir sur Equinox Télévision, cinquantenaire de la réunification, le cadeau de Paul Biya aux détenus dans les prisons du Cameroun. Le président de la République a signé ce jour un décret portant sur les commutations et remises de peine aux prisonniers. Paul Biya est en visite officielle à Buea, dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Il va présider jeudi prochain les festivités marquant le cinquantenaire de la réunification du Cameroun, une journée d'ores et déjà déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Et mais au fait, quelles leçons peut-on retenir après la réunification intervenue en 1961? Tentative de réponse en deuxième partie de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Paul Biya est en visite officielle à Buea, dans le Sud-Ouest. Le président de la République y est arrivé en mi-journée en compagnie de son épouse Chantal. Le clou des activités marquant le cinquantenaire de la réunification sera jeudi 20 février prochain, avec les défilés qui auront lieu non seulement dans la ville de Buea, mais simultanément dans les chefs-lieux des régions du pays. D'ailleurs, Paul Biya a décidé que jeudi prochain, 20 février, est une journée déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Et toujours dans le sillage du cinquantenaire de la réunification, le chef de l'État a signé un autre décret, celui-là portant commutation et remise de peine au bénéfice des personnes condamnées et détenues pour infractions diverses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi, les populations de Buea dans le sud-est se sont mobilisées massivement pour marcher au nom de la célébration du cinquantenaire de la réunification au Cameroun. Hommes, femmes et enfants ont parcouru plusieurs kilomètres pour manifester leur joie à la place de l'indépendance de Buea. Nos envoyés spéciaux Dani Warenze 2 et Sylvestre Hippolyte Zangaou ont vécu les temps forts de cette marche. Ne vous y trompez pas. Les lions indomptables ne viennent pas de gagner la Coupe du Monde. À Buea, les Camerounais célèbrent le cinquantenaire de la réunification de leur pays. Et c'est en rang serré qu'ils marchent. Femmes, hommes et enfants, tout le monde emprunte le même chemin, sans se soucier de la langue officielle d'usage, ni de la région d'origine. C'est un événement citoyen, patriotique. C'est pourquoi je suis ici. Donc je me sens interpellé, je me sens concerné par la chose publique, la chose citoyenne, la chose patriotique. Voilà ma raison de prendre part à cette marche. Pourquoi vous avez choisi de marcher? Vous avez choisi de marcher pourquoi? To join the crew, Unity March, to celebrate the national unity. Et vous êtes content de marcher? Oui, très content. Vous avez marché jusqu'où? Jusqu'à Bongo Square. Les plus jeunes, nés bien des années après la réunification du Cameroun, pensent que cette célébration fait également partie de l'histoire de leur pays qui s'écrit avec eux cette fois. Je me sens un peu trop excitée parce que pour moi, c'est comme j'ai trouvé ça comme une chance, quoi. Parce que j'ai attendu parler, j'ai lu dans les papiers, j'apprends cela dans l'histoire, mais je n'étais pas parmi. Et aujourd'hui, je suis née, je suis grande et je vois tout ce qui se passe. Je suis étudiante en histoire, donc dans notre école, on nous a appris, on nous a parlé de la réunification du Cameroun. Et on nous a beaucoup dit de la réunification, on nous a dit d'où ça a pris lieu. On nous a parlé de la conférence qui a eu lieu à Fumban en 1961. On nous a aussi parlé des deux questions qu'on a demandé à la réunification, de si Cameroun va décider de rejoindre Joining the Republic of Cameroon and the Federal Republic of Cameroon. Si la plupart des personnes présentes lors de la marche ont fait usage de leurs pieds, il y en a qui ont choisi d'autres moyens. Ce sont les conducteurs de mototaxi, de plus en plus présents dans les discours de Paul Biya. Et vous le voyez donc bien, ici dans la ville de Buea, la tenue est la chose qui importe peu. Que l'on soit
du nord-ouest, du sud-ouest. Ils sont partis de partout pour venir vivre cet instant magique ici dans cette capitale régionale du sud-ouest. Ils ont choisi de marcher pour l'unité nationale. Ils ont choisi de marcher pour la réunification à marche sur les deux pieds à Buea, mais aussi dans les 9 autres régions du Cameroun et donc le sud-ouest. Depuis la ville de Buea pour Equinox Télévision, Dani Warenzede, Sylvestre Hippolyte Zangao. Et au-delà de la joie et de l'émotion qui animent les populations de Buea, elles souhaitent que le président de la République ne perde pas de vue que leur région fait également face aux problèmes liés au chômage et même à l'emploi des jeunes. D'ailleurs, ces populations demandent au président de la République que leur région, celle du sud-ouest, soit industrialisée. Dani Warenzede et Sylvestre Hippolyte Zangao sont allés à la rencontre de ces populations. Le reportage. Campagne Street à Buea, quartier situé à moins d'1 kilomètre de la place de l'Indépendance, point de chute de la marche du cinquantenaire à laquelle ont participé beaucoup d'habitants de la capitale régionale du sud-ouest. Pourtant, dans ce quartier, nombreux sont ceux qui ont préféré vaquer à leurs occupations. Certains enlèvent des herbes dans leurs cours ou font la corvée d'eau. D'autres, comme Tinga Comfort, apprêtent le repas de midi. Pour elle, marcher pour célébrer le cinquantenaire de la réunification, c'est bien, mais il y a des préoccupations qui semblent plus importantes. C'est certes une bonne chose que le président soit à Buea, mais moi, je suis préoccupée par autre chose. Il faut qu'ils permettent qu'après leurs études, nos enfants aient des emplois. C'est un choix partagé par Anthony Tita, qui a pourtant mis son costume des grands jours dès les premières heures de la matinée. Mais ceci pour espérer approcher Paul Biya et lui soumettre ses doléances. On a beaucoup fait, Buea est très bien maintenant. On aussi imagine qu'il faut qu'on concentre sur les villages. Parce qu'il y a beaucoup de villages qui n'ont pas les rues bien construites. Et aussi, on développe le secteur de l'agriculture. On continue à investir dans le développement de la recherche. Il est donc clair que le cinquantenaire de la réunification du Cameroun ne se célèbre pas seulement avec des fanfares et des trompettes à Buea, mais aussi sous une bonne note de doléances à Paul Biya. Et comme on le sait, le cinquantenaire de la réunification est célébré à travers le pays, dans les 10 régions du Cameroun. Dans la région du littoral, les populations ont été invitées à se souvenir des héros de la lutte pour l'indépendance et du coup pour la réunification du Cameroun. C'est au cours des festivités marquant l'ouverture de la célébration du cinquantenaire dans la ville de Douala. Jean-Johnny Peck et Aïe Cyril. Quelques photos des héros de la lutte pour la libération du Cameroun exposées place du gouvernement à Douala. Le début de la célébration du cinquantenaire de la réunification ici a pris les allures d'un retour aux sources. Nous avons un devoir de mémoire envers ceux de nos pères, ces héros qui ont lutté parfois au prix du sacrifice de leur vie pour l'indépendance et la réunification de notre cher et beau pays. La patrie leur sera à jamais éternellement reconnaissante. Ils sont des exemples à suivre pour les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. Danses traditionnelles et autres manifestations culturelles ont ponctué ce retour aux sources dans la région du littoral. À travers la réunification proclamée le 1er octobre 1961, après la victoire du oui au référendum du 11 février de la même année, le Cameroun oriental avec pour capitale Yaoundé et le Cameroun occidental avec pour capitale Buea sont désormais un et indivisibles. Il y a l'unité qui règne, qu'on ne peut plus regarder mal nos frères anglophones, qu'on doit les considérer parce qu'on est maintenant un Cameroun uni. Pour marquer l'ouverture du cinquantenaire de la réunification à Douala, une marche sur les principaux artères de la ville a vu de jeunes élèves des lycées et collèges converger vers la place du gouvernement où étaient prévues d'autres manifestations. Et je rappelle que dans le sillage de ces festivités, demain aura lieu du côté de Buea une retraite au flambeau. C'est la principale activité à suivre de ce côté-là avant le grand défilé qui sera présidé par le chef de l'État jeudi prochain. Je signale également que nous reparlerons de la réunification de son héritage 53 ans après en deuxième partie de ce journal.
Prolongement du boulevard de la République, des riverains ont manifesté ce matin à Douala pour protester contre un déguerpissement sans indemnisation. Ils ont dressé des barricades sur la voie publique, empêchant de fait la circulation à cet endroit. Eukwa Claude et Jean-Paul Chuniat. Les usagers de la route ont eu la peine à circuler aux premières heures de la matinée sur l'axe Bepanda-Cocotier Pharmacie Aqua Nord. La chaussée barricadée par des habitants du pont Bonabassem. Ils manifestent contre leur déguerpissement sur le tracé du prolongement du boulevard de la République. C'est depuis hier, de toute façon, que les choses se sont passées. Nous nous avons d'abord demandé d'enlever droite, on l'a enlevé. Et par la suite, nous sommes venus hier matin nous demander d'enlever tout le moment. De ce fait, nous comprenons plus ce qui se passe. Le plan de construction de cette route prévoit un giratoire ici, entraînant de ce fait la destruction imminente de ce bloc de maisons. Un jour, ils sont venus mettre la peinture qu'on doit casser à 3 mètres. Mais nous sommes surpris aujourd'hui qu'on vient maintenant, on veut seulement finir toute la maison. Ce n'est plus les 3 mètres qu'on avait prévu. Maintenant, on dévie d'un seul côté, alors qu'on nous avait dit qu'on devait prendre de chaque côté. Donc maintenant, nous ne savons même où aller, on ne sait plus où aller avec les enfants. Ce qui fâche, la contrepartie non déclarée des dommages subis, à savoir le montant des indemnisations. On ne sait pas si peut-être ils vont seulement essayer de nous donner au moins de l'argent de transport pour porter rien que les choses, ou bien c'est pour nous faire partie de l'acte lourd. Parce que vraiment nous ne comprenons plus rien. On est là comme ça, on est dépassé. Une fois la manifestation dispersée par les forces de l'ordre, la circulation a été réouverte. Chacun s'active désormais au déménagement forcé pour ne pas voir ses effets écrasés par les engins du génie militaire, maître des travaux sur le site. À votre suite, Jean-Paul Chuniat, signalons que pour désamorcer la crise, une réunion d'urgence s'est tenue à la sous-préfecture de Douala 5e et les autorités administratives ont promis un recensement préalable avant les indemnisations. La localité de Garoua-Boulaye à l'est Cameroun est de plus en plus envahie. 3000 réfugiés sont répertoriés de ce côté-là. Ce sont des personnes qui fuient pour l'essentiel les violences en République centrafricaine. Ces personnes sont parquées au centre-ville, vivant sous des arbres. Et malgré les efforts des humanitaires, le quotidien suscite des interrogations. Benjamin et Sam. Voici à quoi ressemble désormais une vie de victime de guerre. Nous sommes à Garoua-Boulaye, département du Lomé-Direm, région de l'Est Cameroun. Ces arbres plantés au cœur de la ville servent d'abri pour ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils préfèrent dormir à la belle étoile que d'être massacrés par des anti-balaka. Ils sont donc là en plein air, mais pour combien de temps? Dans leur bagage, une natte, un matelas, quelques assiettes et des vêtements. Pour la plupart, les projets se sont évanouis et le seul espoir repose sur le Cameroun, pays d'accueil. Ces enfants, conscients ou inconscients, ont perdu le chemin de l'école et même tous les parents ont été tués. Ici à Garoua-Boulaye, les humanitaires sont à l'œuvre. Dans cet hôpital, il n'y a plus un seul espace libre pour les patients et on redoute déjà des épidémies. Certains réfugiés ont pu être logés dans les tentes, alors que beaucoup attendent encore à l'air libre. Et prise de solidarité, les populations locales leur apportent une aide alimentaire, notamment un peu de maïs et du sucre pour la bouillie. Ainsi se porte Garoua-Boulaye en plein conflit en République centrafricaine. Et comme on peut bien sûr l'imaginer, la population a triplé à Garoua-Boulaye, à l'est Cameroun. C'est désormais une ville qui étouffe, noyée par des Centrafricains. Une fois de plus, Benjamin et Sam. Garoua-Boulaye, la ville frontalière étouffe. La population en l'espace de mois a presque triplé. Image inédite de l'arrivée massive des réfugiés centrafricains en territoire camerounais. Des personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, entassés dans des camions comme du vrai bétail. En ce 4 février 2014, 180 camions, une trentaine de pick-up et de cars entrent au Cameroun.
Dans ces gros porteurs, transformés en moyens de transport en commun, se trouvent des familles, chacune avec sa petite histoire d'horreur. Moi, je m'adresse à Blanc en français. On n'a pas besoin de guerre, même le coup d'État en Centrafrique. On n'a pas besoin du coup d'État en Centrafrique. C'est la dernière fois de coup d'État en Centrafrique. On voulait la paix, on veut la paix en Centrafrique. On veut vivre en paix. On ne veut pas la guerre en Centrafrique. On a trop souffrance. Le cauchemar a fait que chiens, chats, volailles et chèvres soient de l'asile camerounais. Autre image forte, celle de cet homme ayant reçu une balle au pied alors qu'il tentait de fuir les milices anti-Balaka. Il sera pris en charge par Médecins sans frontières. Face à cette ruée vers la paix, les forces de défense camerounaises multiplient les vigilances. Au niveau du poste frontière de Garoua-Boulaye, les réfugiés sont soumis à des fouilles systématiques et même les camions sont vidés de tout leur contenu. L'arrivée en territoire camerounais est un véritable soulagement. Les voyageurs peuvent alors s'approvisionner en eau, gâteaux et autres. Ce déferlement de Centrafricains offusque à la limite les populations locales à qui il manque désormais de l'espace dans les rues de la ville frontière. Que la situation est en passe d'être maîtrisée parce que nous avons été très surpris par leur arrivée massive. Un jour, ils sont arrivés sans avertissement, sans qu'on ait pris les dispositions, qui s'imposent. Donc, pour cette raison, on a fait ce qu'on pouvait faire. Surtout que ces débarquements ne sont pas les derniers tant que les armes crépiteront chez le voisin. Du coup, on s'interroge sur cet envahissement subi et désordonné. Garoua-Boulaye, la ville frontalière, étouffe. Bien pathétique, Benjamin Sam, ces images de Garoua-Boulaye à la frontière avec la République centrafricaine. Examen d'aptitude au stage d'avocat, le président du Conseil de l'ordre crie sa colère. Il balaie d'un revers de la main les craintes de ses confrères au sujet du séminaire d'imprégnation qui doit débuter demain. Maître Francis Sama, au cours d'une sortie médiatique à Yaoundé, a condamné les déclarations de son confrère Maître Célestin Kengoum. D'ailleurs, ce dernier sera traduit au Conseil de discipline, a-t-il signalé. Élisée Bogba et Yannick Bazoua. Sur les possibles troubles qui plomberaient le fonctionnement du Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun, le bâtonnier Francis Sama est clair. Je tenais à dire à la presse et au peuple camerounais que le barreau du Cameroun se porte très bien. Concernant l'illégalité de la tenue du séminaire d'impréhension à l'intention des candidats au barreau du Cameroun, dont fait allusion Maître Célestin Kengoum, le bâtonnier Sama rejette plutôt le tort sur le plaignant et il lui demande par ailleurs de rentrer sur les bancs universitaires. C'est un séminaire d'imprégnation pour préparer les candidats à l'aptitude d'entrer à la profession d'avocat. Ce n'est pas pour les donner des cours de droit qu'ils sont censés connaître parce qu'ils sont détenteurs des licences en droit. Et quelqu'un dit que c'est pas pédagogique, vraiment, c'est lui qui doit rentrer à l'école, que cet avocat suit la déontologie et l'éthique de la profession. C'est plein d'abord à son propre chef de corps, lire même les communications. Quant au coût de participation à ce séminaire, le bâtonnier Sama déclare: le barreau n'est pas fait pour n'importe qui. Le barreau n'est pas fait pour n'importe qui. Il faut être prêt à y entrer. Le bâtonnier Sama a par ailleurs décidé de traduire Maître Célestin Kengoum au Conseil de discipline. L'avocat concerné, Maître Célestin Kengoum, sera traduit au Conseil de discipline. Par ailleurs, le bâtonnier a affirmé que le séminaire aura bel et bien lieu les 19 et 20 février prochains au Palais des Sports de Yaoundé. L'université de Douala, bientôt dotée d'une bibliothèque numérique, l'annonce a été faite par le recteur à qui la communauté universitaire présentait ses vœux hier. Au cours de cette double cérémonie, le patron de l'institution a annoncé les perspectives de l'année 2014, au rang desquelles figure l'opération Un étudiant, un ordinateur. Fénélan Maoussen.
L'ordinateur, un étudiant, l'opération est annoncée pour le mois de mars de cette année par le recteur de l'université de Douala. Les ordinateurs seront mis à la disposition de l'université de Douala qui pourra les placer auprès des enseignants et auprès des étudiants. Et les échéances s'étaleront sur 3 ans. Et si je m'en tiens à ce que Microsoft nous a annoncé, les prix varieront entre 200 000 et 300 000 francs. Donc il sera possible sur 3 ans que chaque étudiant ou chaque enseignant prenne un de ces ordinateurs et le paye à échéance. L'annonce est diversement accueillie par les étudiants. Nous y croyons parce qu'avec le professeur Dieudonné Ono nous a prouvé qu'il est un homme travailleur, qu'il est un homme qui ne parle pas seulement de la bouche, qui réagit. Et nous savons qu'avec lui, depuis 1 an, l'université de Douala marche en merveille. Il n'y a pas de salle. Mais comment ils peuvent nous promettre déjà? Il y a un problème fondamental. Les projets mineurs, donc c'est-à-dire le problème des salles. Voilà que nous sommes déjà, nos camarades ont déjà débuté la composition. Nous sommes là parce qu'il n'y a pas de salle. Alors, quand vous n'arrivez pas déjà à nous donner des salles, c'est l'ordinateur qui vont nous donner. Mais il ne faut pas croire. Une partie d'historiens du niveau 1, ils sont en train de composer. Nous sommes dehors. Si on n'a pas de salle, je ne pense pas que le projet un ordinateur, un étudiant peut être effectif d'ici peu. L'insuffisance des infrastructures reste une réalité. La question se pose de manière évidente. Parmi les perspectives de 2014, figure en bonne place l'intégration effective du campus de Logbesu, la rénovation des bâtiments, la réouverture de la cité universitaire, l'amélioration des conditions d'apprentissage avec la mise en place d'une bibliothèque numérique. La feuille de route est déroulée au cours de cette double cérémonie de présentation des vœux au recteur et de présentation des responsables nouvellement nommés à l'université de Douala et autres enseignants promus à des grades divers. Complexe industriel-portuaire de Kribi, le premier navire d'essai a accosté il y a quelques jours. Zenhua 9 portait des équipements de manutention pour la finalisation des travaux de la première phase. Mais la question de la prise en charge sociale des autochtones sur le site demeure. Joseph Abena. Voici le tout premier navire à accoster sur le quai du port en eau profonde de Kribi. Zenhua 9, c'est son nom de baptême. Il mesure 224,6 mètres de long et 40 mètres d'envergure, avec 9,5 mètres de tirant d'eau. Ce navire se trouve dans les eaux de l'océan Atlantique depuis le 29 janvier dernier, ayant à son bord des équipements de manutention pour l'exploitation du port, notamment les portiques et les grues de manutention. L'essai est donc concluant ici à Mboro, le site du port. À partir du mois de juin 2014, les premiers bateaux accosteront conformément au calendrier établi. Toutefois, malgré la détermination de l'entreprise chinoise à respecter les délais, le calendrier de la prise en charge sociale des populations autochtones affectées par le projet semble piétiner. Pour ce qui est de cette zone de relocalisation, aujourd'hui, le processus d'indemnisation a été relancé. Et depuis le début du projet, lorsque nous approchions le comité dirigeant, certains responsables du comité de pilotage, certains autorités administratives liées au projet, elles nous ont fait penser que la zone de localisation allait être prête 6 mois après le lancement des travaux du projet. Et bizarrement, je pense 4 ans, voilà la 4e année qu'on amorce déjà depuis, parce que le projet ayant démarré en 2010, sensiblement rien n'a été fait. D'après les prévisions du projet, le site de Mboro va accueillir, en plus des ouvrages généraux, un terminal à conteneurs et un terminal polyvalent. Mauvais état de santé des organisations syndicales en Afrique francophone. Le diagnostic est établi par les principaux acteurs
qui révèle que les syndicats dans le secteur des services publics sont fragmentés et incapables de se mobiliser. L'International des services publics, en conclave dans la ville de Douala depuis ce matin, dénonce l'infiltration des organisations des travailleurs par les gouvernants, accusés de mater la liberté d'expression en Afrique francophone. Il s'agit ainsi pour les participants venus de 12 pays d'Afrique francophone de réfléchir pour trouver des voies de sortie de cette impasse. La réunion consultative sous-régionale de l'International des services publics ambitionne d'œuvrer pour rendre les organisations de plus en plus fortes. Et je vous propose à présent d'écouter Jean-Marie Ndi, le président sous-régional Afrique francophone de l'International des services publics. Il est au micro d'Equinos Télévision. Vous savez, nos pays en Afrique francophone connaissent des problèmes de guerre, problèmes de malgouvernance de nos gouvernements et l'ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales qui fragilise le mouvement syndical, qui empêche le mouvement syndical à se mobiliser pour faire bloc et pour lutter. Parce que le syndicat est un contrepoids au gouvernement. Et les gouvernements de nos pays en Afrique francophone savent qu'avec le syndicat peut être un contrepoids pour eux. Ils font donc tout pour nous fragiliser. Ils pénètrent nos mouvements, ils nous déstabilisent en ingérant de l'argent. Alors nous sommes donc rassemblés pour réfléchir en disant, mais si nous continuons à attendre, à se laisser faire par les États, il faut réagir. Réveil. Était à présent encore une victime de la justice populaire à Douala. Un présumé bandit a été tabassé puis brûlé vif par des populations au quartier Soboum, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. C'était la nuit dernière. Il lui est reproché d'avoir en compagnie des complices cambriolé une maison. Claude Eukwa et Sandrine Babou. Réveil inhabituel pour les populations du quartier Soboum au lieu dit Iteba dans l'arrondissement de Douala 3e ce 18 février 2014. Elles ont été sorties de leur lit par des cris d'appel à l'aide d'un habitant qui se faisait cambrioler. Des informations recueillies auprès de ces habitants révèlent qu'il s'agissait d'un gang de présumés malfrats qui ont pris la fuite face à la colère des populations qui ont réagi promptement à la détresse de leurs voisins. L'un d'eux est appréhendé par la foule en furie qui va par la suite le brûler vif jusqu'à ce que mort s'en suive. D'envoyer chez l'autorité pour qu'on le relate demain pour que vienne encore ces mots des ordres. Il faudrait mieux qu'on éteigne comme ça. Toujours selon ces derniers, le quartier Iteba est en proie à l'insécurité. Difficile pour les populations de cette zone d'habitation de se mouvoir en toute quiétude. Même en plein journée, on n'est pas tranquille au quartier. Et donc il y a l'affaire de l'insécurité qui se passe dans notre quartier. Saisis de la situation, les éléments du commissariat du 8e arrondissement, situé non loin de là, ainsi que de l'ESI, ont fait une descente sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les causes exactes qui ont justifié cette justice populaire. Le corps calciné de l'infortuné, qui n'a pas été identifié, a été déposé dans une morgue. Et cette nouvelle à l'étranger avant la deuxième partie, l'armée sud-soudanaise accuse les rebelles dirigés par l'ancien vice-président Riek Machar d'avoir l'intention de lancer une nouvelle attaque contre Malaka, cette ville riche en pétrole, malgré l'accord de cessez-le-feu pourtant signé par les deux parties. Le reportage de nos confrères de CCTV. Les forces de Machar sont maintenant présentes dans la zone d'Angli, à environ 8 km de Malakal. Depuis la mi-décembre 2013, le Soudan du Sud s'est plongé dans des affrontements armés entre l'armée gouvernementale et des fidèles à l'ancien vice-président Machar. Ce dernier a été accusé d'avoir fomenté un complot visant à renverser le gouvernement. Le 23 janvier, le gouvernement sud-soudanais et les rebelles avaient signé un accord de cessez-le-feu à Addis Abeba, capitale éthiopienne, où siège l'Union africaine. Mais depuis lors, les deux parties se sont mutuellement accusées de violer l'accord de cessez-le-feu. En Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé a classé ce pays en 2013 parmi les pays d'Afrique qui comptent le plus d'accidents routiers. Les autorités se sont alors lancées dans une campagne intense de sensibilisation des automobilistes. Encore des détails avec nos confrères de CCTV. Des carcasses de voitures victimes d'accidents ont été placées à des endroits stratégiques à Kampala. La police ougandaise espère qu'en voyant cela, les automobilistes prendront conscience que l'imprudence et la vitesse sont les deux principales causes d'accidents.
Nous voulons changer le comportement des automobilistes et leur faire adopter un bon comportement sur les routes de ce pays. Vous voyez tous ces tas de ferrailles que nous avons ici à cause des accidents de la route? La plupart des victimes d'accidents de la route sont soignées ici à l'hôpital national Moulago, le plus grand centre hospitalier d'Ouganda. Plus de 60% du budget chirurgical de l'hôpital est utilisé pour opérer ces victimes. Ambrose Bikamukama a été blessé dans un accident de voiture. Il affirme qu'il soutient l'action du gouvernement pour améliorer la sécurité. Quand ils ont mis ces épaves de voitures le long de la route, vous remarquez que la plupart des voitures étaient neuves. Mais après le choc, on dirait de la bouillie. Quand les gens voient ça, ils sont obligés d'être plus sérieux sur la route. D'autres ne partagent pas cet avis. Ce que j'ai vu m'a interloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils mettent une épave sur un rond-point, mais la personne qui conduit va être distraite par cela. Il va perdre le contrôle de son véhicule et cela créera un accident. Le rapport mondial sur la sécurité routière indique que la plupart des accidents de voitures mortels arrivent en Afrique subsaharienne. La majorité des victimes sont des jeunes gens, entre 15 et 29 ans. L'OMS estime que seuls 28 pays dans le monde ont des lois qui punissent l'ivresse au volant, la vitesse excessive, le non-port du casque pour les motocyclistes et le non-port de la ceinture de sécurité. Les autorités ougandaises espèrent que cette nouvelle approche sauvera plus de vies. Je vous propose de nous retrouver à présent dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Nous reparlons de la réunification tout de suite. Merci donc de nous retrouver pour la deuxième partie de ce journal avec notre invité Grégoire Kamkumo. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous êtes enseignant d'histoire et il n'y a pas mieux peut-être pour parler de réunification, je suppose. Je le crois et je souhaite. Alors, la réunification est intervenue en 1961, ça on le sait. 53 ans après, elle est célébrée du côté de Buea, d'ailleurs dans tout le Cameroun. Première question, que peut-on retenir de ce moment historique? Première chose, il faudrait au moins reconnaître l'acte que le président vient de poser en décrétant le 20 février un jour férié. Mais il faudrait relever une chose. Dans cette histoire de cinquantenaire de la réunification, il y a comme une escroquerie politique, dans ce sens que cette date de 20 février ne devrait pas se produire en ce moment. Un véritable cinquantenaire devrait avoir lieu le 1er octobre 2011. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dates qui font partie de la mémoire collective ou de l'histoire vraie du Cameroun. C'est le 1er janvier et le 1er octobre. 1er janvier 1960 avec l'indépendance du Cameroun français et 1er octobre 1961 avec la réunification du Cameroun anglophone et le Cameroun français ou le Cameroun francophone. Ce sont ces deux dates qui font partie de la mémoire collective du Cameroun, du peuple camerounais, de la population. Or, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'avènement du 20 mai 1972, l'ancien régime comme l'actuel, ces deux régimes ont tout fait d'aliéner la population en faisant de telle manière que le peuple camerounais puisse oublier ce qu'il y a comme élément essentiel de son passé. Et ces éléments essentiels de son passé, ce sont ces deux dates historiques commémoratives. Et donc vous parlez du 1er janvier et du 1er octobre. Mais on sait tout au moins pour ce qui est de la réunification que le président de la République avait annoncé la célébration du cinquantenaire de la réunification. Certainement en 2011, on se sera attendu à ce que ce soit célébré le 1er octobre. Mais cela est en quelque sorte une conséquence de l'improvisation ou de la navigation à vue, situation à laquelle on assiste depuis des décennies. Pour préparer un cinquantenaire comme celui-ci, on ne se réveille pas un matin pour décréter qu'il y aura un cinquantenaire. Il y a des prévisions, il y a des prospections, il y a un ensemble d'éléments
qu'on devrait rassembler pour projeter et préparer un événement aussi capital que celui-là. Alors, toujours au sujet de la réunification, est-ce qu'on pourrait dire, au regard des éléments historiques que vous avez évoqués il y a un instant, ces différentes conférences qu'il y a eu, la conférence de Fumban, celle de Yaoundé également, celle de Buea, peut-on dire aujourd'hui que la réunification est bel et bien là? Il n'y a pas à discuter. La réunification est bel et bien là. Mais il y a une chose que j'aurais souhaité, que le politique puisse en permanence faire pour pouvoir permettre aux Camerounais de revivre cet événement-là. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour pouvoir annuler ce fait. C'est-à-dire le fait qu'une partie du Cameroun britannique ait accepté, en l'occurrence le Cameroun méridional, de se joindre au Cameroun français ou au Cameroun ou à la République du Cameroun pour recréer un ensemble unitaire reflétant la configuration du Cameroun allemand. Mais il y a une chose aussi qu'on oublie souvent de rappeler. Ce n'est pas tout le Cameroun britannique qui s'est rattaché au Cameroun français. C'est une partie, la partie méridionale. Et cela dénote de la manipulation ou de l'escroquerie au niveau international, puisque l'Angleterre a dû procéder avec la complicité de l'ONU à une division de la partie anglaise, en faisant de telle manière que la partie septentrionale, ou le Northern Cameroun, puisse se rattacher au Nigeria, après le plébiscite du 11 février 1961. Mais la manœuvre de l'ONU avec l'Angleterre a commencé bien avant. Il y a eu un premier plébiscite dans la partie septentrionale, c'est-à-dire l'Adamawa, la province ou la région de l'Adamawa à l'époque, et puis la région de Bornou. Ce plébiscite séparé du 7 novembre 1959, ce plébiscite était destiné à demander l'opinion de la population s'il fallait se rattacher au Cameroun français ou au Nigeria. Et ici, il y a une chose que les gens n'ont pas beaucoup expliquée. Les dirigeants, c'est-à-dire les leaders de cette partie du Cameroun britannique, étaient favorables au rattachement au Nigeria, puisque les deux, c'est-à-dire la partie septentrionale et la partie méridionale, étaient à l'époque des régions autonomes, mais rattachées à l'est du Nigeria. La population a voté en majorité pour le rattachement au Cameroun, c'est-à-dire le refus du rattachement au Nigeria. Bien, mais par la suite maintenant, l'Angleterre a manœuvré avec l'ONU de telle manière que, au deuxième plébiscite, au lieu que les voix soient comptées de manière conjointe, c'est-à-dire globale, entre le Cameroun septentrional et le Cameroun méridional, l'Angleterre, avec la complicité de l'ONU, a procédé à un comptage de voix en séparant les voix de la partie septentrionale de la partie méridionale. Et dans la partie septentrionale, les manœuvres que l'Angleterre a fait a permis à ce que une majorité légère se dégage pour le rattachement au Nigeria. Et dans la partie méridionale, la majorité, c'était pour le rattachement au Cameroun. Mais alors, vous parlez donc là d'une fraude qu'il y aurait eu justement, il y a eu une fraude. Cela peut peut-être dire qu'il y a il y a comme un goût d'inachevé dans la réunification, même si elle est célébrée aujourd'hui. Justement, le 11 février 1961 est une date qui devrait en principe être comme une date de deuil ou des obsèques en quelque sorte, pour la simple raison que si la France, si l'Angleterre n'avait pas procédé de cette manière, l'Angleterre aurait perdu entièrement disons ce qu'elle souhaitait obtenir par rapport aux avantages obtenus par la France. Pourquoi? Parce que, en principe, la France aurait dû retrocéder au Cameroun, le bec du canard, normalement, dans le cadre des échanges pour l'occupation du Maroc. Bien, mais après la défaite de l'Allemagne, la France a conservé le bec du canard et a retiré de la partie orientale l'ensemble du territoire de l'AEF cédé à l'Allemagne en 1911. Bien, comme la France a retiré ce qu'elle avait donné,
Et comme la France a encore conservé le bec du canard donné en échange, l'Angleterre estimait que ça aurait été un peu idiot de ne pas aussi prendre sa part du gâteau du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle l'Angleterre a manœuvré pour pouvoir conserver le Northern Cameroun et l'adjoindre au Nigeria. Alors pour terminer, dernière question à vous, Grégoire Kamkumo. Est-ce qu'il est donc possible de comprendre tous ces soubresauts, ces remue-ménages que l'on entend très souvent dans cette autre partie du Cameroun, lorsqu'on parle notamment de ces personnes sécessionnistes qui réclament une fois encore une indépendance, dit-on, de ce Cameroun-là? Cela relève du fait que beaucoup de nationalistes de la partie anglophone ont considéré les accords de Fumban comme en quelque sorte un marché de dupes, dans la mesure où, en réalité, ces accords étaient des accords qui avaient en filigrane des enjeux économiques. Les enjeux économiques, pourquoi? Parce que le pétrole est découvert au Cameroun, je crois, depuis avant les années 60. Et ce sont les compagnies françaises, les compagnies pétrolières françaises, en l'occurrence Total et Elf, qui à l'époque avaient la maîtrise et la mainmise de l'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée. Sachant cela, et naturellement avec un homme de main à Yaoundé, la France a dû insuffler à Ahidjo les mécanismes pour pouvoir naturellement faire en sorte que la réunification puisse se faire et par la suite maintenant aller un peu plus en profondeur, et c'est ce qui va se produire en 1972 avec l'unification, en vue de pouvoir permettre à ce que le Cameroun puisse exploiter le pétrole sans que ce soit dans une région à caractère autonome, de telle manière que cette exploitation du pétrole soit contrôlé entièrement par le pouvoir de Yaoundé. Très bien. Merci à vous, Monsieur Grégoire Kamkumo. Merci également. Merci également à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. C'était donc le journal qui se referme sur Equinos Télévision. Excellente soirée à tous et à toutes. Prochain rendez-vous, je donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.